entendant ça, peut-être il y en a quelques-uns parmi vous qui vont se demander le cours est fait sur le photon, pourquoi toute je dirais, tout ce chapitre sur la lumière? Et bien tout simplement parce que le photon n'est rien d'autre qu'une particule composant la lumière. D'ailleurs, le nom photon, il est d'origine grecque, qui veut dire lumière. Et donc, par conséquent, la lumière, on peut dire qu'elle est composée de photons, d'un certain nombre de photons, et que chaque photon transporte une quantité d'énergie, appelée quantum. Le pluriel de quantum, c'est quanta. Ça veut dire que la lumière possède une énergie quanta, l'ensemble des photons qui transportent les quantums. Donc ce photon-là est une particule élémentaire qui n'a pas de masse, qui n'a pas de charge et qui représente à la fois l'aspect corpusculaire et l'aspect de l'onde. Ce photon-là, il est associé aussi bien à la lumière que toutes sortes d'ondes électromagnétiques. C'est un concept qui demeure difficile à définir à cause de son comportement de dualité onde-corpuscule. Il est caractérisé comme suit. Il possède la vitesse de la lumière, donc dans le vide, c'est bien évidemment C qui est égal à 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et cette vitesse, bien évidemment, il change selon les milieux traversés. Son énergie E peut être exprimée soit en fonction de la fréquence, soit en fonction de la longueur d'onde, soit en fonction de la période. En fonction de Donc, en fonction de la fréquence, on fait appel à la relation de Planck, delta E égale à H mu, où H, c'est la constante de Planck, qui est égale à 6,63310-34 joules par seconde, et mu, c'est la fréquence exprimée en Hertz. Le 1 Hertz, c'est 1 seconde moins 20. Le photon aussi, le faisceau de photons, est caractérisé par son intensité qui représente l'énergie traversant l'unité d'angle solide par unité de temps, donc l'unité c'est watts par radian. Il peut être aussi caractérisé par sa période, telle que la période c'est 1 sur mu, ou directement par sa longueur d'onde, représentant la distance que parcourt l'onde pendant une période. Cette longueur d'onde, bien évidemment, elle peut être exprimée en mètres, mais pour tout ce qui est échelle microscopique, généralement, on l'exprime en angstrom, de telle façon à ce qu'un angstrom, c'est 10 moins 10 mètres. Alors, ces photons-là, ils peuvent être classés selon leur source de production, en 4 grandes catégories. Les rayons gamma, ce que nous avons étudié, si vous vous rappelez, lors du cours de la radioactivité, et comme je vous ai dit, ils sont d'origine nucléaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont produits suite à des interactions du noyau atomique, comme par exemple le cas du cobalt 60, émetteur de rayonnement gamma, de 2 rayonnements gamma, un d'énergie 1,33 MeV et l'autre, un deuxième gamma d'énergie 1,17 MeV, dont la moyenne vaut 1,25 MeV. Ce rayonnement gamma qui est utilisé dans les appareils de cobalt 60 pour le traitement des malades cancéreux. La deuxième classe des rayons X, ce sont les rayons X d'annihilation. Donc, comme le nom l'indique, c'est l'interaction entre le positron et l'électron dans la matière. Dans le résultat, il se forme de 2 photons émis dans les 2 directions opposées. La troisième classe, ce sont les rayonnements de freinage, dit aussi rayonnement de Bremsstrahlung. Et la quatrième classe, c'est les rayons caractéristiques ou
rayonnement X de fluorescence. Les deux derniers, c'est ce qu'on va aborder durant ce cours. Alors, il faut savoir que ces photons-là, ils interagissent bien évidemment avec la matière traversée. Et cette interaction dépend de leur énergie et dépend aussi de la nature du milieu traversé, de la matière. Elle dépend de son Z, la densité ou son coefficient d'atténuation, que ce soit linéaire ou massif ou volumique. Alors ces photons-là, il faut savoir que ce sont des rayonnements déjà indirectement ionisants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas ioniser la matière directement, comme ce qui est le cas par exemple pour les rayonnements directement ionisants. Et là, je sous-entends toutes sortes de particules chargées, comme les faisceaux d'électrons, les faisceaux de protons et les faisceaux d'hadrons. Alors, lorsque ces photons-là interagissent avec la matière, cette interaction peut aboutir selon bien sûr les conditions, soit à l'absorption totale du photon, soit partielle. Et là, on parle de la diffusion des rayonnements incidents. Donc, par conséquent, on peut dire que la façon dont le rayonnement de photons interagit avec la matière est fondamentalement différent de celui des particules chargées. Pourquoi? Parce que généralement, le rayonnement chargé, il est directement ionisant, et à cause de la charge, il commence les interactions dès les premiers millimètres traversés. Et comme le cas par exemple des électrons, ils peuvent déposer la totalité de leur énergie dans les millimètres, voire les quelques centimètres de la surface. Alors, à l'inverse, les photons, ils peuvent être complètement absorbés et disparaître, comme ils peuvent parcourir de grandes profondeurs avant qu'ils soient totalement absorbés. Et ceci, bien sûr, répondant à une probabilité d'interaction. Alors, pour qu'un faisceau de photons soit atténué par le milieu, il faut qu'il subisse plusieurs interactions. Et durant ces interactions, puisque c'est un rayonnement qui n'est pas directement ionisant, le dépôt d'énergie s'effectue en deux processus. Dans un premier temps, le rayonnement de photons doit mettre en mouvement des particules chargées, que ce soit électrons ou positrons, auxquelles il cède de l'énergie. Et puis la deuxième partie, c'est là où ces particules chargées commencent à déposer à leur tour une partie ou la totalité de leur énergie, selon bien sûr le type d'interaction. Donc, les photons de plus grande énergie, ça revient à dire possédant des longueurs d'onde courtes, ils sont moins absorbés. Et donc, par conséquent, ce type de photon, il pénètre profondément dans la matière. Au contraire, des photons dits mous, qui sont moins énergétiques et par conséquent, ils peuvent être absorbés selon des profondeurs inférieures à celles parcourues par les premiers. Donc, les interactions de rayonnement matière peuvent avoir lieu selon les conditions et ils sont au total, je dirais, 4, dont 2 qui sont les plus principaux. Donc, on va commencer d'abord par une sorte d'interaction sous forme de diffusion qui est l'effet Thomson-Rayleigh. Alors, cet effet-là, il se traduit par la diffusion d'un photon incident d'énergie Hmu, par exemple. Et donc, c'est une diffusion, je dirais, qui est élastique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas perte d'énergie à la fin de l'interaction. C'est-à-dire que
on a un photon incident qui va subir une sorte de collision avec un atome du milieu traversé, et puis il va changer légèrement la direction de propagation, d'accord? Et il va garder la même énergie. Alors ce type d'interaction concerne les photons de faible valeur d'énergie. Ça veut dire que la probabilité d'existence de ce type ou d'apparition de ce type d'interaction diminue avec l'énergie. Il y en a deux types. Il y a la diffusion Thomson. C'est une diffusion où le passage du photon dans le milieu, il provoque l'oscillation forcée d'un électron. Le deuxième type, c'est la diffusion Rayleigh. Cette fois-ci, ce n'est pas un seul photon qui va osciller, mais bien au contraire, c'est la totalité des électrons atomiques qui vont osciller en phase. Mais le résultat pour les deux diffusions est identique, c'est l'émission d'un photon de même énergie que celui incident. Le deuxième type d'interaction photon-matière est l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est une interaction entre un photon incident et l'édifice atomique. C'est que le photon entre en collision avec un électron des couches internes de l'atome. L'énergie du photon incident est transférée à l'électron qui est éjecté de sa couche. Donc une partie de cette énergie est utilisée pour extraire l'électron interne. L'excédent d'énergie se trouve sous forme d'énergie cinétique de l'électron éjecté, dite photoélectron. Par conséquent, l'effet photoélectrique ne peut avoir lieu que si l'énergie du photon incident est supérieure à l'énergie de liaison de l'électron. L'énergie cinétique du photon électron est finalement transférée au milieu lors d'ionisation ultérieure. Le retour de l'atome à l'état fondamental s'accompagne d'une émission d'énergie sous forme d'un photon, dit photon X de fluorescence, ou d'un électron en jet. Alors le photon X de fluorescence, c'est un photon caractéristique de l'atome. C'est une sorte d'identité de l'atome. Le photon de fluorescence est émis lorsqu'un électron des couches supérieures prend la place laissée vacante par l'électron éjecté. Parfois, pour des milieux de Z petits, le photon de fluorescence produit un nouvel effet photoélectrique avec émission d'un électron qu'on l'avait nommé électron Auger. C'est l'effet Auger. L'effet photoélectrique prédomine pour les faibles énergies.